Quelles sont vous-même les impressions que vous avez quand vous pratiquez l'hypnose sur quelqu'un, justement, pour qu'il ne ressente pas la douleur? Dans quel monde vous vous trouvez, enfin, comment vous ressentez ça? Donc, les sujets, par exemple, j'ai été confrontée pas mal à nos sujets lorsque nous faisions les expériences au cyclotron. Les sujets décrivent ça comme une expérience très agréable. Souvent, ils restent environ 1 heure, 1 heure quart dans le scanner en hypnose et ils ont l'impression de rester là 5 minutes, en train de revivre une expérience. Par exemple, il y en a un qui allait aux Caraïbes ou d'autres. C'était vraiment une expérience très agréable pour eux et ils se décrivent comme fort distants. Mais c'est de la suggestion s'ils vont dans les Caraïbes. En fait, ce qu'on leur suggère, c'est de revivre un événement agréable qu'eux choisissent. Qu'ils ont vécu. Qu'ils ont vécu. Et on ne leur suggère pas explicitement qu'ils auront moins mal, on les met simplement dans une situation de souvenirs anciens, agréables, qui vont revivre de manière plus intense. Et le fait d'être dans ce lieu qu'ils ont mémorisé, où ils étaient heureux, où ils se sentaient bien, où ils se sentaient en sécurité, ça permet de lutter contre la douleur. C'est ça que nous utilisons en chirurgie et en gestion de la douleur chronique. Les sujets apprennent à se mettre dans cet état. Et cet état lui-même, intrinsèquement, possède des vertus antalgiques. Qu'est-ce qui vous fait rire? On demande après chaque stimulus, si vous voulez les détails de l'expérience, on demande après chaque stimulus une réponse des sujets, qui sont toujours capables de faire en hypnose, mais ça se fait quasi de manière automatique. Et les stimuli douloureux eux-mêmes ne sont plus ressentis comme douloureux et ne perturbent pas l'expérience interne du sujet à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au fond, ils vivent une expérience de douleur et ils en redemandent. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas la douleur. La douleur n'arrive pas. Justement, ils ne la sentent pas et ils sont aux Caraïbes. Voilà. C'est génial. Donc c'est une expérience qui d'habitude est décrite comme très agréable par les sujets. Aussi dans la salle d'opération, les sujets sont très contents d'avoir vécu un moment agréable durant leur opération. Francis Rocard. Oui, d'une part, je voudrais corriger une erreur que j'ai commise, c'est que apparemment, et vous n'en avez pas parlé puisque c'est une erreur, c'est que vous ne faites pas d'opération à cerveau ouvert sous hypnose. Donc ça, voilà, je répare cette erreur. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous n'avez pas eu des cas, non pas de gens que vous n'arrivez pas à hypnotiser, parce que ça, vous avez dit qu'il y en avait 10 à 15%, mais des cas de gens que vous hypnotisez et au milieu d'intervention, la panique, parce que la douleur, parce que vous êtes C'est pas la panique, parce que chez tous les sujets, c'est un anesthésiste qui pratique l'hypnose, et l'anesthésiste par ailleurs est capable de faire une anesthésie générale classique, voilà, évidemment, et il y a toujours une ligne intraveineuse qui est mise, qui fait qu'en quelques secondes, si le sujet, parce que le sujet est capable par des codes de communiquer pour dire s'il a plus ou moins mal. Donc si le sujet décrit la situation comme inconfortable, on passe en quelques secondes. Et ça arrive dans quel pourcentage, ça? Ce serait, à mon avis, moins de 5%. Oui. Alim Louis? Oui, un chirurgien en général, il est intéressé quand il y a d'autres formes d'anesthésie. Vous avez dit que c'était associé à une anesthésie locale, oui, quand même. Donc, vous ne pouvez pas vous passer d'anesthésie locale. On ne peut pas faire une incision. Nous, ça nous intéresserait. On a 2 petites locales pour 2 incisions. Est-ce qu'on pourrait les faire sans avoir injecté au préalable le xylocaïne comme on le fait? Et apparemment, la réponse est non. Je ne sais pas si ça a été essayé, en fait. Est-ce qu'au plan quantitatif, vous avez une appréciation d'une moindre demande? Est-ce qu'on obtient un effet analgésique identique avec moins de xylocaïne? On a comparé l'hypnose dans une étude prospective et une rétrospective à d'autres processus psychologiques de gestion du stress, par exemple. Donc c'était comparer, sans appeler ça hypnose, faire chez la moitié des sujets une technique hypnotique et dans l'autre moitié des cas, des techniques de relaxation, de support psychologique et de focalisation d'attention sur la respiration, par exemple. Donc ces techniques de gestion du stress avaient un certain effet sur la douleur. Cependant, ils étaient beaucoup moins efficaces que l'hypnose elle-même. Sous hypnose, on demandait moins de médicaments de type antalgique. Il y avait les sujets sont beaucoup plus immobiles aussi. Il y a moins de réactions par rapport à de mouvements lors de l'opération. Donc le confort de chirurgien était plus important. Il y avait aussi une moindre douleur, une moindre anxiété des sujets lors de l'opération. Et il y a aussi un effet post-opératoire. La douleur post-opératoire est diminuée chez les sujets qui ont subi une procédure hypnotique comparée aux autres. Ça, c'était
des éléments. Donc ça semble spécifique à l'hypnose comparé à d'autres techniques pourtant assez similaires. Très, très intéressant ce que vous avez montré, même presque fascinant. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hypnose. J'ai regardé vos diapos quand vous montrez le pattern en fait d'activation ou de non-activation pendant l'hypnose. Et je rapproche ça d'études qui soulignent aujourd'hui ce que l'on appelle l'état au repos. C'est-à-dire que ce matin, on a beaucoup parlé d'activation, donc pendant soit du PET scan, soit de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire que les chercheurs s'intéressent à des activations suite à des stimuli, par exemple perceptifs ou autres. Et puis de plus en plus, on renverse un petit peu la tendance en regardant également ce qui se passe pendant le repos, c'est-à-dire pendant qu'on demande au sujet de ne faire rien de particulier. Et là, on voit en fait des activations de régions, disons, centrales du cerveau, ce qu'on appelle le mode par défaut. Et en fait, j'ai vu des similarités. Alors, la question que je vous pose, elle est complètement naïve, c'est est-ce que du coup, cet état particulier d'hypnose, est-ce que c'est vraiment quelque chose à part, une classification à part, ou est-ce que c'est plus quantitatif? Est-ce que c'est avec des guillemets une exacerbation de l'état de repos dit normal? Voilà. Donc les images que j'ai montrées, c'était la comparaison de l'hypnose par rapport à l'état de repos. Donc c'était les différences par rapport à l'état de repos. Et en fait, dans l'hypnose par rapport à l'état de repos, on voit effectivement une interaction dans des aires qui sont classiquement plus activées au repos dans le cerveau humain que quand on fait une tâche particulière. Mais ce n'est pas dans le sens que vous dites, c'est-à-dire que ces aires-là, qui sont plus actives au repos que dans une tâche particulière, sont aussi moins actives en hypnose. Donc ça a l'air différent l'état de repos comme ça. Cependant, il est vrai que le sujet a un certain repli sur son expérience interne, comme parfois on interprète l'état de repos dans les études d'imagerie fonctionnelle. Actuellement, nous n'utilisons pas la technique hypnotique chez les enfants dans notre centre, bien qu'il soit possible, à mon avis, d'augmenter les critères d'indication chirurgicale, mais ça s'est pratiqué chez des adultes. Est-ce que vous pourriez nous indiquer qui sont et que font les hypnotiseurs? Dans notre cas, j'ai positionné mon exposé dans le cadre de la chirurgie et d'un effet antidouleur de l'état hypnotique. C'est exclusivement pour ça que nous l'utilisons. Donc les personnes qui utilisent la technique hypnotique sont des anesthésistes ou des médecins qui prennent en charge la douleur chronique, qui ont une formation spécifique avec la technique que nous avons développée dans notre centre, donc qui est une technique standardisée à des fins thérapeutiques antalgiques. Donc c'est une certaine catégorie de personnes qui ont une formation spécifique à visée antalgique et qui sont soit des anesthésistes qui l'utilisent en chirurgie, soit des médecins qui ont à traiter la douleur chronique dans leur pratique médicale. Et que font-ils? Que font-ils? Ah ben, on va vous hypnotiser. Mélanie va certainement. Non, pardon, vous hypnotiser. Donc la technique hypnotique. Non, oui, c'est ça. En gros. Hein. La technique hypnotique, elle consiste souvent en une fixation, quoique dans le scanner, dans l'IRM par exemple, on n'ait pas eu à le faire. Une fixation visuelle et des suggestions d'abord de prise de conscience du corps, de relaxation et de mise en contexte du souvenir agréable qu'on avait prédéfini auparavant, avec des suggestions permissives de type visuel, auditif, pour essayer de mettre le sujet en contexte d'imagerie mentale la plus vive possible et d'absorption la plus intense possible. Je dirais ça comme ça. Ça dure environ une dizaine de minutes et après une dizaine de minutes, la plupart des sujets sont dans un état d'hypnose efficace. Est-ce que vous utilisez la musique? La musique est parfois utilisée, oui. Oui, en salle d'opération, on l'utilise. Oui. Une musique douce un peu, oui.